Comment les artistes racontent-ils le monde à l'heure de la globalisation? C'est pour répondre à cette vaste question que nous sommes tous ensemble ce soir. Merci aux personnes qui sont venues nous voir aujourd'hui. Merci aussi aux spectateurs de KTO et aux auditeurs de Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, le langage de l'art ignore les frontières, tout en questionnant évidemment sans cesse l'identité culturelle. L'art exprime le monde, ses attentes, ses évolutions, sa complexité. Entre influence, enracinement et métissage, les artistes s'inspirent des cultures qu'ils traversent. Finalement, ce sont un peu les acteurs et témoins de cette mondialisation. Du coup, les évolutions les amènent à redéfinir leur travail. Justement, comment les nouvelles technologies se mettent au service de l'art? Est-ce qu'il y a vraiment une diversité des pratiques culturelles ou plutôt une uniformisation? Les artistes nous aident-ils à comprendre le monde? Et si oui, comment? Autant de questions dont nous allons débattre ce soir au Collège des Bernardins, où se tient, je le rappelle, depuis le 7 mars dernier et jusqu'au 15 juin prochain, une exposition collective d'art contemporain intitulée « Des hommes, des mondes ». Et le commissaire de cette exposition, c'est précisément Alain Berland, à ma gauche, qui est par ailleurs membre du comité de rédaction de la revue Questions d'artistes. Pour évoquer ce sujet de la mondialisation de l'art, j'ai aussi le plaisir d'accueillir autour de cette table Ingrid Luch, qui est artiste plasticienne, qui réalise des sculptures, des photographies et des installations, dont certaines d'ailleurs sont exposées au Collège des Bernardins dans le cadre de cette exposition. Et puis nous aurons aussi avec nous ce soir Liu Yuo, qui est consultant en art contemporain, commissaire d'exposition lui aussi, et conférencier. Et on va commencer avec vous, Liu. Vous avez été directeur de la Redgate Gallery à Pékin entre 2009 et 2012, après un parcours plutôt atypique, puisque a priori ce parcours initialement n'avait pas grand-chose à voir avec le monde de l'art, parce que vous avez commencé par des études de médecine, puis fait du marketing. Et depuis 2013, vous vivez à Paris et vous participez au programme Dans quelle vie du monde? C'est un programme artistique et culturel qui favorise un dialogue franco-chinois sur l'art et l'environnement. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les conséquences de l'ouverture de la Chine sur le monde et les interpénétrations réciproques entre la France et la Chine? Tout d'abord, je voulais vous remercier pour m'inviter à la table ronde ce soir. Et je pense que, en fait, sur ce sujet, c'est très intéressant justement parce que dans le domaine de l'art contemporain chinois, depuis 30 ans, la Chine vraiment a vu une sorte d'explosion dans ce domaine pendant une période très courte. Et en fait, ce que j'ai vu en Chine aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une évolution qui continue à une vitesse vertigineuse qui correspond justement au développement en Chine en général. Et pour moi, personnellement, je trouve que, en fait, depuis 30 ans, on a vu quasiment déjà 3 générations des artistes chinois. Alors justement, voilà. Ces artistes chinois, comment est-ce qu'ils ont appréhendé cette mondialisation de l'art? En fait, c'est... Dans un premier temps, à partir des années 80, la première génération d'artistes qui ont été affirmés après le rupture de la Chine, après la période de la révolution culturelle. En fait, on a vu une période où des artistes étaient vraiment envie de réapprendre tout ce qui se passe en Europe. Et c'était une période assez un peu où les artistes étaient très idéalistes parce qu'ils voulaient en fait créer un nouvel monde. Et après l'incident en 89 de Tiananmen, en fait, des artistes en fait se sont renfermés parce que en fait ils étaient très déçus d'avoir vu cet incident traumatique. Et beaucoup d'artistes sont partis aussi. Et puis après, la nouvelle génération, avec des jeunes artistes qui sont nés pendant des années 80, 90, en fait, ça a fait partie d'une génération de l'enfant unique. Et eux, en fait, ils ont l'opportunité de voyager, vraiment, en fait, d'être en contact avec le reste du monde, avec tout le monde. Donc, eux, en fait, ils ont peut-être une approche beaucoup plus international et aussi si en fait on voit que donc le travail en fait ils sont beaucoup en fait se focalisent sur eux-mêmes alors qu'au début la première génération d'artistes en fait les œuvres pourraient avoir un sujet peut-être plus global, plus ouvert, oui, plus ouvert et surtout plus
je pense que beaucoup plus politique aussi, parce qu'ils ont vécu beaucoup plus de choses. Et du coup, en fait, les œuvres, peut-être, ont une profondeur. Traduisait davantage cette inspiration politique. Alain Berland, je le disais tout à l'heure, vous êtes le commissaire de l'exposition des Hommes des Mondes présentée au Collège des Bernardins. La question que je me posais en regardant cette exposition, c'est comment est-ce que vous avez sélectionné les artistes qui sont présentés ? À partir du thème, l'idée c'était de réfléchir à ce qui pouvait inspirer les artistes aujourd'hui. C'est une réflexion très simple, hein, ça part de cette idée que auparavant on allait chercher ailleurs des exotismes qui pouvaient nourrir les artistes. Ça a été le cas de Gauguin, ça a été le cas de Van Gogh, pour citer les plus célèbres. On allait chercher dans des ailleurs qui pouvaient être même la psychanalyse pour les surréalistes, la société de consommation pour le pop artiste. Et puis, qu'est-ce qui se passait aujourd'hui dans la circulation accélérée des signes? Donc là, il y a toute une série d'artistes qui ont accès à tout. Hein, finalement, ils vont plus chercher les informations, c'est les informations qui leur arrivent. Par quel biais? Par le biais des nouvelles technologies? Voilà, par le biais des nouvelles technologies, par le biais du net. Et énormément d'artistes sont constamment sur le net avec les moteurs que l'on connaît, et puis aussi sur le net invisible, qui comprend près de 70% et finalement des informations qu'on puisse avoir sur le net. Alors justement, Ingrid, vous présentez des œuvres dans le cadre de cette exposition, notamment des danses rituelles amérindiennes, et je me demandais si vous étiez parti en Amérique du Sud, si vous aviez lu sur le sujet, ou si, comme le dit Alain Berland, finalement, c'est l'information qui est venue à vous par le biais du net ou des nouvelles technologies. Alors déjà, je ne présente pas des danses rituelles amérindiennes, hein, je précise. Je présente des tuniques que je nomme des ghost dresses, qui empruntent effectivement leur nom à des tuniques de danse rituelle, mais dont j'ai complètement évacué la question rituelle. Donc tout ça n'apparaît plus. En revanche, le nom ghost dress porte assez bien, à mon avis, son sens dans l'idée que c'est plutôt une tunique fantôme, donc porteuse d'un environnement, d'un contexte, éventuellement d'un souvenir. Et pour moi, c'est plutôt la marque de la restitution d'un espace, qui est aussi l'espace habité, qui est le vêtement, et qui est aussi l'espace du voyage. Voilà. Et toutes ces informations sur ces ghost dress, comme vous les appelez, vous avez trouvé sur Internet ou... Non, pas du tout. En fait, c'était, je cherchais dans un moment de mon travail où je cherchais comment restituer des espaces dont je me souviens, avec tout ce qui construit finalement la mémoire, la fragmente et nous permet d'omettre des choses et de s'en souvenir d'autres. Je cherchais à dépasser le moyen de restituer ça à une échelle 1 dans l'espace. Et il se trouve que dans un musée, j'ai vu une Ghost Dance Dress qui m'a absolument passionnée parce qu'elle présentait justement cette espèce de double dimension. Donc c'est une robe amérindienne effectivement qui date du 19e siècle et qui présentait justement ce double contexte, à la fois celui d'un temps présent ou décrit et celui d'une meilleure prémonition. Et l'idée étant que le rituel amène justement à cette meilleure prémonition et permettre de prévaloir justement ce que la danse essayait de mettre en place. Alors moi, j'ai évidemment évacué toute cette donnée rituelle, c'est pour ça que je vous ai repris initialement, parce que, en revanche, ce qui m'importe là-dedans, c'est que quoi qu'il arrive, le vêtement tel qu'il est dessiné et les formes qu'il recouvre parlent à chaque fois en fait d'un espace qui est donc soit traversé par moi-même, soit un souvenir, soit une sorte de mise en contexte aussi. Et c'est un petit peu le cas ici au Collège des Bernardins, puisque finalement, sur la proposition d'Alain Berland, même si j'avais ce projet en tête, c'est vrai que la dimension spatiale et architecturale du lieu me permettait en fait de travailler sur des formes en fait très verticales qui prenaient place dans l'espace. Et alors, est-ce qu'en tant qu'artiste, vous avez le sentiment que c'est le rôle des artistes de nous aider à comprendre le monde d'aujourd'hui, que ce soit par des évocations vestimentaires en ce qui vous concerne ou autre? Alors cette dimension pédagogique, c'est pas trop mon truc. Je sais pas comment y répondre véritablement. Je suis pas sûre que ça soit une façon d'aider à comprendre le monde, de le représenter, oui, d'en offrir des interprétations, d'en donner des détails, d'en analyser des points, oui. Après, tout cela fait peut-être partie d'une façon de comprendre le monde, mais comme n'importe quoi d'autre, en fait. Tout ça, c'est une question d'attention, en fait, qu'on porte aux choses. Et
Mais je pourrais pas dire que mon travail est voué à offrir un mode de compréhension du pédagogique. monde. Vous évoquiez tout à l'heure, Liu, les épisodes de Tiananmen et la façon dont les artistes chinois, en tout cas ceux de la génération précédente, avaient donné à voir ce monde-là à travers leurs œuvres. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est le rôle des artistes, ceux d'hier, pour ceux dont on parle là maintenant ou ceux d'aujourd'hui, de donner à voir le monde et d'aider l'ensemble des gens à comprendre le monde? Oui, je pense que d'une certaine manière, surtout en fait en Chine aujourd'hui, parce que la société change et évolue vraiment d'une manière tellement vite que je pense que les artistes ont un rôle important parce que la création en Chine, je pense que c'est un acte politique aussi, parce que c'est une façon peut-être de manifester contre l'oubli. Comme la société en fait change et il y a ce risque que en fait la société en fait oublie en fait les traces du passé. Donc je pense que l'artiste justement joue ce rôle, de garder le lien. Comprendre le monde. Dans un article du Monde de mai 2012, Philippe Dagen, qui est un critique, écrivait que pendant des années, ce sont des villes comme Florence, Venise, Rome, suivies de Paris, puis New York, qui ont été finalement des plaques tournantes de l'art. Et ce qu'il expliquait dans cet article, c'est qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a plus de centre. Est-ce que vous, Alain Berland, vous partagez cette analyse qu'aujourd'hui, il n'y a plus de centre? Oui, c'est pourquoi nous, pour cette exposition, on s'est beaucoup inspiré d'Édouard Glissant, puisque lui, un élément important de sa théorie, en dehors d'autres concepts, c'est ce concept d'archipel. Comme quoi il n'y aurait plus de centre ni de périphérie. Il y aurait simplement un système d'archipel qui aurait des interactions et dans une forme de coprésence serait à un moment ou à un autre visible. Mais plus avec ce point de vue qu'on a pu avoir, nous, depuis la révolution industrielle donc des 2 siècles derniers, qui nous a laissé penser que l'Europe était le centre du monde, alors que manifestement, elle ne l'était pas, et qu'elle ne l'était pas avant la révolution industrielle. Elle n'était rien à côté de la Chine ou d'autres ensembles géopolitiques qui s'étaient construits bien avant. Justement, quand on regarde aujourd'hui la cartographie du marché de l'art, c'est quand même les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Donc, est-ce que véritablement, il n'y a plus de centre? Est-ce que finalement, on ne peut pas dire que dans un premier temps, il n'y a plus de centre et qu'aujourd'hui, il y aurait 2 centres qui seraient les États-Unis et la Chine, qui sont quand même 2 plaques tournantes importantes du monde de l'art? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est très fluide parce que en tout cas en Chine c'est vraiment le début. Ce qu'on voit, même si quand on lit des articles sur les chiffres, des prix à juger aux ventes et tout, ça a l'air effrayant et c'est complètement démesuré. Mais n'oubliez pas qu'il y a 30 ans, il n'y avait rien. Même le concept d'être artiste n'existait pas en Chine. Des artistes pendant la révolution culturelle étaient juste des fonctionnaires, qui faisaient l'art de la propagande. Donc, en fait, finalement, la Chine a besoin d'un peu de temps pour apprendre, justement pour apprendre en profondeur, tout le processus et tout. Donc, maintenant, il y a cette explosion, beaucoup d'enthousiastes, mais je pense qu'il faut quand même un peu plus de temps avant que, que ce soit un vrai centre. Oui, et puis il est important de ne pas se fier qu'aux chiffres. Effectivement, 52% des transactions financières, artistiques se jouent en Chine, mais ça ne veut pas dire que la Chine est un centre important pour l'art. Elle peut l'être, mais comme l'est l'Inde, comme l'est l'Afrique, comme l'est l'Amérique du Sud. Alors justement, puisque vous évoquez toutes ces zones, toujours pour citer Philippe Dagen, selon lui, l'année charnière, ça a été 1989 avec l'exposition Les Magiciens de la Terre. Il écrit, je le cite, « Pour la première fois dans le monde occidental sont montrés ensemble des artistes européens et nord-américains, mais aussi d'autres venant d'Amérique centrale, d'Inde, d'Afrique ou d'Océanie. » Alors, selon lui, cette exposition, elle aurait permis finalement de montrer au grand public que l'art contemporain était produit partout dans le monde et pas seulement en Occident. Est-ce que vous avez, vous aussi, Alain Berland, le sentiment que cette date représente un tournant? Oui, c'est une exposition de modélisation. D'ailleurs, elle sera reprise là en partie à Beaubourg pour ses 25 ans. Mais il y a eu quand même d'autres expositions avant. Il y a une en 84 qui était importante, qui faisait le point sur le primitivisme en art. Et puis, d'autre part, c'était un autre phénomène. Ça reprenait simplement ce qui se passait avec la world music,
qui avait été développé, je ne sais pas si vous vous souvenez, par Peter Gabriel ou Brian Eno, ou ce genre de... Et ces anciens rockers avaient construit des labels. Avec ces labels, ils allaient chercher de la musique en Éthiopie, de la musique dans des endroits qu'on ne soupçonnait pas, et ils les mettaient sur les labels, ils les mettaient à disposition du public. Et c'est ce qu'a fait Jean-Hubert Martin, donc le concepteur des Magiciens de la Terre. Il est allé chercher un certain nombre d'artistes, de plasticiens, disons, de plasticiens qui travaillaient les signes et qui les a apportés, il les a amenés plutôt, il a apporté leurs œuvres et amené aussi certains artistes qu'il a confrontés aux artistes de l'art contemporain. Mais c'était une sorte de prélèvement. Vous voyez, il n'y avait pas encore ces confrontations comme on les voit aujourd'hui, ou beaucoup moins en tout cas. C'était surtout une idée de rassembler des énergies, de les confronter et de voir ce qui se passait. Vous, Ingrid, en tant qu'artiste, quel regard est-ce que vous portez sur cette globalisation, cette mondialisation de l'art? Ça, c'est une question qui m'est toujours un petit peu difficile. D'une part, parce que je suis une très mauvaise économiste et que j'ai pas véritablement une vision globale, en fait, des choses de la même manière que nos autres interlocuteurs peuvent l'avoir. Sans forcément avoir une vision économique, mais peut-être une vision artistique. Ouais. D'un point de vue artistique, en fait... Enfin, voilà, moi c'est vrai que j'ai vraiment plutôt une culture occidentale et j'ai aussi un peu grandi dans ce système. Donc, c'est pas comme si d'un coup il y avait une sorte de révolution culturelle durant mon parcours, excepté ce qui pourrait être de l'apport numérique gigantesque et magnifique dont on peut tous jouir maintenant. Je pense que ce qui s'est transformé, c'est peut-être l'accès à un plus grand nombre de signes et d'informations avec une plus grande simplicité. Mais je suis pas persuadée que comment dire, que cela ôte pour autant la nécessité de voyager, de se déplacer, d'être attentif à la fois au voyage et au contexte en fait des autres lieux qu'on nous propose. Et d'ailleurs en tant qu'artiste, on est toujours confronté à un endroit et c'est rare en fait que ce lieu-là ne nous pose pas un certain nombre de questions avant d'y intervenir. Donc ma sensibilité par rapport à ça, je dirais peut-être juste qu'elle en fait partie, qu'évidemment les matériaux que j'utilise, je suis consciente d'où ils viennent, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une certaine marque, mais je sais qu'ils ont été faits à l'autre bout du monde. Ça, c'est déjà une conscience, en fait, à mon avis, de cette idée de la mondialisation. Et c'est pas tant un point de vue critique qu'une sorte de conscience de l'interaction, en fait, de ces cette interaction, est-ce qu'elle impacte votre rapport à l'œuvre ? Elle en fait partie. Je ne sais pas si elle impacte. Dans quel sens vous voulez dire impacter? Dans la façon dont vous concevez l'œuvre, le fait de savoir que tel matériau, justement, vient de tel endroit, est-ce que ça vous inspire? Oui, parce que c'est un signe comme un autre. Donc, en fait, ce signe, que ce soit sur la matière bois elle-même et toutes les strates, tous les endroits où il a pu travailler, selon l'œuvre, il en fait partie, bien entendu. Je pense que ce ne sera pas l'importance de ces données ne seront pas les mêmes en fait pour chaque œuvre parce qu'à chaque fois elles ont des sens ou on va dire des points d'accès plus forts par endroit que d'autres. Mais oui, pour moi, ça a de l'importance. Oui. Ces considérations que vous évoquiez il y a une minute, ces considérations économiques, pardon, elles sont très largement pointées du doigt, hein, que ce soit dans un sens très enthousiaste ou à l'inverse de manière beaucoup plus sceptique, parce que les montants atteints par certaines œuvres sont tout simplement incroyables. Je citerai le record à 142,2 millions d'euros atteint le 12 novembre dernier chez Christie's à New York pour le triptyque du peintre britannique Francis Bacon, qui a été acquis par l'ex-femme de Steve Wynn, qui est le roi des casinos de Las Vegas. Cette spéculation, Liu, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Moi, je pense que c'est un phénomène international, non seulement en Chine, mais on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, on fait des spéculateurs dans l'art, surtout l'art contemporain. Et je trouve que c'est peut-être probablement une sorte de miroir aux allumettes. Et, une sorte, pardon, de un miroir aux allumettes. Miroir aux alouettes, pardon. Oui, aux alouettes, excusez-moi. Et finalement, c'est juste... moi, je pense que finalement, en fait, c'est une distraction. Voilà, donc on parle de tout ça, mais finalement, en fait, il y a beaucoup d'autres choses plus importantes. Voilà, vous pensez qu'on a tendance à focaliser sur cet aspect-là? Oui. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes, en tout cas, je ne sais pas si elles focalisent, mais le pointent du doigt. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Marianne Lamour intitulé La ruée vers l'art, qui est l'adaptation
du livre de Catherine Lamour et Daniel Granet. Et c'est vrai que ce que les auteurs dénoncent avec beaucoup de verve, finalement, c'est l'irruption et la puissance de nouveaux collectionneurs hyper milliardaires qui ont complètement bousculé le marché de l'art contemporain, qui était jusque-là plutôt orchestré par un réseau de petits professionnels. Vous, Alain Berland, en ce qui vous concerne, est-ce que vous êtes choqué par le fait que ces nouveaux artistes à vocation mondiale, qui sont pris en main par de vrais experts, des galeristes, etc., Marie Gagosian ou d'autres, puissent finalement générer des montants financiers aussi astronomiques? Oui, c'est vrai que souvent ça me semble très vulgaire et puis d'une certaine manière ça occulte beaucoup le travail d'autres artistes, c'est ça qui est embarrassant. Et puis les stratégies qui sont en œuvre derrière tout ça sont des stratégies de spéculation. Donc je pense que les centres d'intérêt qui nous guident et les gens qui sont dans cette salle, voilà, c'est un amour de l'art, mais pas plus après. Voilà, oui, je crois que c'est comme les amours du président, de mon point de vue. Ça, c'est pas vraiment très intéressant. Ça peut susciter un moment d'attention comme ça, parce que peut-être ça peut émettre un sourire ou au contraire une grimace de dégoût, mais en tout cas, c'est pas ce qui est véritablement important pour la gestion de la France, comme ce qui n'est pas véritablement important pour le monde de l'art. Justement, on peut se poser la question, quand on parlait de ces experts, de ces gens qui orchestrent un petit peu tout ça, on peut se poser la question sur le fait de savoir si finalement ce qu'on observe, c'est une vraie révolution culturelle spontanée de globalisation de l'art, ou si finalement c'est pas plutôt une révolution qui est savamment orchestrée à des fins mercantiles. Je pense qu'en ce moment, par exemple en Chine, il y a énormément en fait de nouveaux musées, voilà, dans beaucoup de villes, voilà. Et puis, mais ce ne sont pas vraiment des véritables musées, en fait, dans le sens où il n'y avait pas vraiment une programmation, une vision à long terme. Ce sont une sorte de trophées, voilà, pour des milliardaires, pour des gens qui sont richissimes. Et je pense qu'après, comme souvent on va en Chine, des choses sont trompeuses. Ça veut dire que voilà, on voit voilà, cette explosion de musées et tout, mais après, voilà, au bout d'un an, 2 ans, après beaucoup en fait de musées sont fermés et puis il y a une autre vague et tout. Donc, je pense que encore une fois, je pense que les gens ont besoin de temps pour vraiment de comprendre que voilà, il faut défendre l'art pour l'art, voilà, et que finalement, c'est bien justement d'avoir le soutien des mécènes et en fait, voilà, d'avoir des collectionneurs qui, voilà, qui soutiennent la création et tout ça. Mais au fond, je pense que voilà, il faut voir des choses à long terme. Voilà. Ce qui peut être très contrariant, oui, c'est la multiplicité des foires. Ça, c'est peut-être un peu embarrassant parce que donc les grands collectionneurs se déplacent, sont très rapides et du coup, ils favorisent aussi, comme ils n'ont pas beaucoup le temps de regarder, ils favorisent beaucoup un art qui fait beaucoup d'effets sur catalogue. Beaucoup de gens achètent désormais sur catalogue. Du coup, c'est la qualité de la prise de vue, l'angle et la façon, le spectaculaire qui peut se dégager de l'image, oui, qui peut être très embarrassant. Puisque la question, c'est finalement comment les artistes racontent le monde aujourd'hui, Ingrid, est-ce que finalement la seule façon de raconter le monde aujourd'hui, c'est par le biais de l'art contemporain qui a quand même pignon sur rue, faut le reconnaître, ou je vous pose la question d'autant plus que vous enseignez à Bourges, est-ce qu'on peut aussi raconter le monde d'aujourd'hui avec de l'art figuratif? Est-ce qu'il y a une place pour cet art-là dans le monde d'aujourd'hui? De toute façon, je ne fais pas trop la distinction entre art contemporain, art figuratif, tout ça. D'autres le font en tout cas. Oui, mais... En fait, je disais que c'est pour moi, il n'y a pas de distinction dans la notion d'art contemporain avec art figuratif, pas art figuratif. La question ne se pose pas là, les questions d'art, en fait. Abstrait, figuratif, ça, c'est des vieilles luttes, principalement de la peinture. Pour ce qui me concerne, ça n'a absolument aucun impact ni sur ma pratique, ni sur ma façon d'évaluer ces questions-là. J'ai oublié, du coup, le début de la question. Oui, la question, parce que la question à laquelle on tente de répondre ce soir, c'est comment les artistes racontent le monde aujourd'hui. Et la question que je me posais, c'était est-ce qu'il y a de la place pour l'art figuratif pour raconter le monde aujourd'hui, ou est-ce que finalement il n'y a que l'art contemporain qui a une place pour raconter le monde? Alors, vu que je viens de fusionner votre question, je dirais plutôt que là où il y a de la place, c'est ailleurs et dans d'autres pratiques que celles, par exemple, des arts plastiques. Il y en a en littérature, il y en a en musique, il y en a il y en a bien entendu au cinéma. Il y a beaucoup d'autres formes artistiques, en fait, qui ne sont pas celles de l'art plastique ou de l'art, comme vous dites, contemporain. Donc, bien entendu, qu'il soit question de figuration, d'abstraction, pour moi, c'est le même schéma, en fait. Je ne vois pas vraiment
Enfin, je crois pas. J'ai l'impression que vous essayez de nous faire marquer une sorte de distinction qui aurait à voir avec des formes de la narration. Or, c'est plus dans un processus de travail, pour moi, que les choses se mettent en place. Et l'art figuratif a parfois autant de strates et de niveaux de lecture, en fait, que peut en avoir l'art abstrait. Donc, en fait, c'est une fausse question pour moi. Enfin, je veux dire, c'est une fausse séparation entre les choses. Vous aviez l'air d'abonder en ce sens. Oui, c'est-à-dire que c'est compliqué pour nous de distinguer art abstrait, art figuratif. Ça nous semble des querelles assez anciennes. Et du coup, il me semble que l'abstraction peut dire le monde aussi bien que la figure. J'en doute pas. La question, c'était plutôt est-ce qu'il y a encore de la place. Je vais vous citer par exemple un livre qui a été rédigé récemment par Aude de Queyros, Marie Salentin et Pierre-Marie Ziegler, qui s'appelle Les années noires de la peinture. Oui. Alors, je le cite parce que c'est délibérément un peu provocateur par rapport à votre propos. Le titre veut dire ce qu'il veut dire, les années noires de la peinture. Ce que dénoncent les trois artistes auteurs de ce livre, dont un est décédé récemment, c'est l'éradication des arts plastiques traditionnels. C'est ça qui pointe du doigt, puisque selon eux, encore une fois, je les cite, les artistes contemporains les plus médiatiques sont capables de tout sauf de peindre, de sculpter ou de graver. Et alors voilà, encore une fois, je cite, à en croire la terminologie officielle, ils installent, conceptualisent et subvertissent. Est-ce que vous pensez, comme les auteurs de ce livre, enfin je pense que vous pensez le contraire, vous venez me le dire, mais qu'il s'agit finalement d'une révolution culturelle qui aurait été soigneusement institutionnalisée et qui ferait la part belle à l'art contemporain, dont je ne doute pas qu'il peut dire le monde aussi bien que l'art figuratif, mais qui du coup aurait tendance à délaisser l'art figuratif? Non, peut-être qu'en France, on voit un peu moins de peinture, donc je comprends que Pierre-Marie Ziegler, qui est peintre depuis longtemps, soit contrarié, mais peut-être qu'il a raison, parce qu'en France, il a raison en tout cas sur une situation locale, parce qu'en France, il y a effectivement de très bons peintres et qu'on les voit peut-être moins que dans d'autres pays, mais aux États-Unis, en Chine, un peu partout dans le monde, on voit beaucoup de peintures. Alors... peut-être que ça concerne un moment précis de l'histoire où les artistes français ont davantage été conceptuels et du coup, ces peintres se sentent frustrés de ne pas avoir été suffisamment vus. Mais je peux comprendre leur frustration, mais c'est juste un moment de l'histoire et puis c'est dans un contexte particulier et je ne pense pas que ce contexte soit globalisable. Alors dans ce nouveau monde globalisé, souvent les artistes ne travaillent pas seuls, ils emploient des assistants. J'ai vu pas mal de reportages sur le sujet en Chine où ils ont une activité qui s'apparente à celle de petites entreprises. Enfin, c'est pas seulement le cas en Chine, c'est le cas aussi ailleurs. Et finalement, ils sont patrons, gestionnaires, chargés de relations publiques. Quel regard est-ce que vous portez, vous, sur cette mutation? Oui, je sais qu'en fait... En ce qui concerne en fait, le rôle des artistes chinois, souvent des étrangers ont du mal à accepter que des artistes pourraient être entrepreneurs, pouvoir avoir plusieurs des restaurants, et voilà, partout comme ça. C'est vrai qu'en Chine, le rôle d'un artiste a beaucoup évolué. En fait, pendant les années 80, ce sont vraiment des gens qui ont été marginalisés. Voilà, d'être artiste était vraiment... ce sont des gens qui ont accepté d'être pauvres parce qu'ils n'avaient pas d'avenir. Voilà. Et puis, à partir, avec le moment où l'économie chinoise a pris son envol, aujourd'hui, d'être artiste, c'est quasiment considéré comme... un métier de star. Voilà. Donc, des jeunes aujourd'hui, ils rêvent d'être artistes parce que des artistes, ils font la couverture dans le magazine Vogue, l'officiel. Voilà. En fait, c'est très glamour, en fait. Donc, tout ça, en fait, a changé au fil de 20 ans, simplement. Donc, aujourd'hui, je pense que, encore une fois, comme la société chinoise, en fait, est très concurrencée et c'est très dur, en fait. Donc, même en tant qu'artiste, il faut qu'on se débrouille, on se batte pour survivre, finalement. Parce qu'ils savent très bien que, en fait, ils ne savent pas de quoi fera demain. En fait, peut-être dans 5 ans, en fait, le monde artistique va se couler aussi pour eux. Donc, ils sont très réalistes. Donc, du coup, ils sont justement, en fait, ils sont très flexibles et puis ils sont très imaginatifs, très créatifs aussi dans tous les sens. Voilà. Une autre mutation importante dans le rapport des artistes à leurs œuvres, c'est l'arrivée des nouvelles technologies. Enfin, ça date pas d'hier, mais c'est quand même quelque chose qui a considérablement transformé le rapport des artistes à leurs œuvres. Vous, Ingrid, dans quelle mesure est-ce que ça a transformé votre façon de
travailler éventuellement, et qu'est-ce que ça change dans la façon qu'ont les artistes de dire le monde, de raconter le monde? Pour ce qui me concerne, ça l'a pas fondamentalement transformé parce qu'à vrai dire, j'ai fait mes études et j'ai commencé à travailler à un moment où la vidéo H8 se mettait en place, où on avait des moyens de plus en plus aisés pour commencer le montage. Et puis 10 ans après, on commençait à monter en numérique. Donc effectivement, par contre, ce dont je suis assez heureuse, c'est finalement d'avoir croisé cette transition en passant de l'argentique au numérique. Ça, finalement, c'est des choses qui sont peut-être plus compliquées des fois à expliquer à nos étudiants qui manipulent avec autant d'aisance 250 photos prises sur le champ sans jamais avoir à les tirer. Mais moi, c'est plutôt quelque chose dont je fais usage un petit peu de la même manière, que ça soit, donc tout à l'heure, puisque vous parliez des pratiques plus traditionnelles ou pas, ça me gêne absolument pas de travailler avec une tronçonneuse sur un tronc de bois et de travailler avec une impression photographique transférée sur du tissu ou de travailler sur une vidéo. À vrai dire, les médias correspondent, pour ce qui me concerne, plutôt sont utilisés pour la réalisation d'un projet et donc ils n'ont pas forcément une fin en eux-mêmes, ils sont porteurs de sens tout simplement. Et donc en fait ça a toujours accompagné ma pratique. Je suis peut-être pas le bon exemple dans le sens où il en faudrait peut-être quelqu'un qui a 30 ans de plus que moi éventuellement, et encore je suis pas sûre parce que déjà dans les années 70 je pense qu'avec des gens comme Filiou ont tellement réussi à capter tout un tas de pratiques et se servir de la vidéo dans des façons les plus incongrues aussi que... Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, absolument. Alors, dès lors, la question qu'on se pose aussi, c'est que dès lors que le talent de l'artiste s'identifie à la capacité de produire des objets dont il a finalement lui-même fixé les fins et les moyens, on se trouve dans une situation un peu conflictuelle parce que l'exigence d'originalité se heurte parfois à l'incapacité du public à comprendre cette originalité. Ce sont des œuvres qui ne sont pas toujours très, très accessibles. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce... Je ne sais pas si Van Gogh était accessible à ses contemporains, je ne crois pas, puisque quand on se rappelle le peu de succès qu'il avait à l'époque. Donc, je ne veux pas dire que les artistes sont des avant-gardistes, mais je veux dire qu'il y a toujours... C'est une langue, l'art, et donc c'est une langue qui évolue, et peut-être qu'elle évolue plus vite avec les artistes qu'avec les regardeurs. Et du coup, il y a toujours c'est toujours un petit peu difficile à suivre. Et cette langue, il faut la pratiquer beaucoup, cet idiome, il faut le pratiquer en tant que regardeur énormément pour pouvoir capter les signes qui ont du sens ou qui vous semblent en avoir et qui en auront peut-être plus dans 10 ans. Mais en tout cas, ça demande une pratique, ça demande un travail, mais comme ça le demande depuis qu'on est sorti du système des beaux-arts, depuis... oui, le milieu du 19e siècle. Mais ça a été la même chose en littérature, c'est la même chose avec la musique. Voilà, les artistes cherchent à innover, cherchent à ne pas forcément être dans les pas de ceux qui les ont précédés. Et du coup, voilà, c'est son détruisme, hein, mais du coup, il y a parfois un décalage avec les regardeurs. Alors, cette langue que vous évoquez, même les artistes qui sont dans le sérail, entre guillemets, n'arrivent pas tous à la pratiquer. J'en veux pour preuve que ce sont quand même souvent les mêmes vedettes ou les mêmes genres artistiques qui sont célébrés. Vous parliez tout à l'heure du côté très glamour de certains artistes qui font la une de Vogue, mais il faut quand même reconnaître que ce sont Jeff Koons, etc., qui sont souvent sur le haut de l'affiche. Quel regard est-ce que vous portez sur cet état de fait, c'est-à-dire sur le fait que ce soit souvent les mêmes vedettes et les mêmes stars, Damien Hirst, etc., qu'on nous resserve, entre guillemets? Moi, je pense que surtout en Chine, cela fait partie, en fait, juste la partie visible de l'iceberg, parce qu'en fait, il y a énormément d'artistes qui travaillent, voilà, très discrètement et qui se battent tous les jours pour pouvoir montrer leur travail. Donc, encore une fois, c'est juste une toute petite, en fait, une minorité des artistes, voilà, qui ont justement ce niveau de succès en Chine ou à l'étranger. Mais comme en fait le pays est très très grand et c'est encore une fois même le domaine artistique est très concurrencé, donc les artistes en fait ils vont dans toutes les grandes capitales comme à Pékin ou à Shanghai, parce que surtout à Pékin c'est quand même une sorte de melting pot où les artistes en viennent de quatre coins du pays pour travailler, pour montrer et essayer de créer une carrière artistique sur place. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que derrière tout ça, il y a énormément en fait d'artistes qui continuent de se battre. Voilà. Pour exister.
Finalement, on a le sentiment que tous ces nouveaux artistes, ils ont dû accepter aussi des nouveaux codes, des nouvelles règles, des nouvelles modalités de création. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus de place pour des artistes qui seraient authentiquement africains, japonais, chinois, australiens ou autres? Et est-ce qu'on assiste à une négation des cultures de par ces nouveaux codes ou au contraire à une vraie diversité de la pensée artistique? Il y a effectivement une créolisation, c'est-à-dire que les choses se mêlent et cette coprésence, elle produit des formes qui peuvent être, qui du coup pourraient produire une standardisation, c'est vrai, mais en même temps, moi j'ai confiance dans l'humain. Je vois bien que si je prends la comparaison avec le vin, avec Mondovino, quand Parker essaye d'instaurer un goût commun avec les vins californiens, il y a des quantités de vignerons qui, au contraire, font du vin bio, cherchent des cépages rares, etc. Je veux dire, c'est la même chose dans le monde de l'art. C'est-à-dire que s'il y a une standardisation, s'il y a des collectionneurs qui veulent imposer un goût international, il y a des quantités d'artistes qui ont d'autres propositions. Et c'est le rôle des commissaires de montrer tous ces artistes. Là, dans la nef des Bernardins, il y a une œuvre à 1 million d'euros qui est celle de Shenzhen, mais il y a des œuvres à 2000 euros. Donc, pour moi, bon, je le sais qu'effectivement, d'abord, je dois le savoir parce qu'il y a des coûts d'assurance. Mais en dehors de ça, ça m'est indifférent. Je n'attache pas plus de présence à une pièce de Shenzhen qu'à un dessin d'Ashraf Touloub. Donc, d'une certaine manière, mon travail, c'est d'être indifférent à ça, c'est de m'intéresser à ces formes et de m'apercevoir que les artistes échappent toujours à la standardisation, qu'ils ont toujours des réponses locales à une tentative de normalisation, mais c'est le cas de beaucoup d'individus. Même si on a des meubles Ikea, on va avoir les enfants qui vont les customiser, ils vont trouver quelque chose pour le personnaliser, et c'est ce à quoi je crois d'une certaine manière. C'est que les individus ont toujours suffisamment de force pour se situer en tant qu'individu et sortir du groupe pour être à la fois dans le groupe mais à sa périphérie. Et les artistes, ils sont là, dans une sorte de périphérie du groupe. Et ils ont cette puissance à réunir des signes et à proposer toujours des pistes nouvelles. Alors, vous êtes, Alain Merlant, commissaire d'exposition, vous aussi d'ailleurs, Liu. Est-ce que vous avez le sentiment précisément que c'est important de connaître l'origine de l'artiste qui a réalisé l'œuvre? Est-ce que c'est une information qui est importante pour comprendre son œuvre? Moi, en fait, je pense aussi à Edouard Glissant qui a évoqué justement la notion de mondialité, qui combine ce qui est en fait local et mondial, alors que la mondialisation est considérée quelque chose de négatif, où on peut en fait se perdre. Voilà, je pense que la notion de mondialité, où quand on en fait échange avec les autres, on ne va pas forcément se perdre. Au contraire, ça pourrait être quelque chose de très positif. Et donc, je vois plutôt, voilà, en fait, de bon côté, voilà, de cet échange. Et à propos en fait des artistes chinois, aujourd'hui on voit une tendance où beaucoup d'artistes, voilà, des artistes de la première génération ou des jeunes, en fait, ils essaient de retisser le lien avec la peinture ou l'esthétique ancienne. Ça veut dire que soit en fait ils évoquent voilà, la peinture de paysage ou avec la technique de l'art du trait. Justement l'année dernière au musée Guimet, on a vu en fait certains artistes comme Liu Dan, voilà, qui a en fait plutôt autodidacte et qui a vraiment fait la peinture fabuleuse, mais s'inspire de l'art ancien. Donc je pense que il y a un vrai métissage, oui, à la fois entre cultures, mais aussi entre époques historiques, oui, à vous entendre. Voilà. Donc je pense que c'est Carlos Fuentes qui a dit que quand on en fait abandonne le passé, on devient orphelin. Donc je sais bien comment des artistes justement refusent d'être des orphelins, en essayant de retisser le lien avec le passé. Voilà. Vous avez le sentiment, vous, Alain Merlant, que c'est important pour comprendre une œuvre, de connaître l'origine de l'artiste, que ça aide à mieux la saisir? Moi, j'aime faire ce travail parce que effectivement, j'ai besoin souvent d'éléments biographiques pour essayer de comprendre les œuvres, leur gestation et dans quel contexte. Mais ce qui m'attire avant tout, c'est d'abord l'œuvre dans sa forme. Ensuite, je fais un travail, mais comme je le ferais avec un écrivain ou avec un cinéaste, d'abord je vois le film et ensuite je commence à m'intéresser à ce qu'il a fait, d'où il vient, ce qu'il y a eu en amont, ce qu'il y aura en aval et quelles sont ses filiations. Ça me paraît une réponse assez classique, mais oui, naturelle.
Vous enseignez, encore une fois, je le disais, à l'école de Bourges, Ingrid. Vous avez le sentiment que les étudiants avec lesquels vous travaillez sont sensibles à ces questions qu'on se pose, ou finalement, ça leur passe complètement au-dessus et qu'aujourd'hui, pour eux, c'est pas du tout ça les vrais enjeux, de savoir comment on raconte le monde, ou enfin voilà, quelles sont les questions qui se posent sur ces sujets? Je sais pas trop comment dire. C'est drôle parce qu'on a aussi... il y a aussi beaucoup d'artistes, d'étudiants étrangers en fait qui viennent étudier en France, et d'ailleurs beaucoup d'étudiants chinois. Donc forcément, on est parfois nous-mêmes, et donc je parle en mon propre nom, hein, je manque parfois d'éléments justement pour comprendre leur culture et pour arriver à justement parvenir au fond de leur pensée, sachant que pour eux, le but du jeu, c'est quand même aussi d'arriver à entrer ou à emprunter, ou en tout cas à apprendre un langage artistique qui est forcément un peu plus occidental, puisqu'en fait on se réfère quand même plutôt à une histoire de l'art qui est la nôtre, et que l'on connaît mal la leur. Et donc, il y a des fois aussi des ruptures de dialogue et des difficultés à le comprendre. Et si je dis ça, c'est précisément parce que je crois que parmi les étudiants, et particulièrement les étudiants étrangers, il y a beaucoup plus souvent de leur part, justement, une volonté d'amener des éléments de leur culture et de les poser en miroir, ou en tout cas d'essayer de détailler des choses qu'ils n'arriveraient pas forcément à faire non plus dans leur propre pays. C'est notamment le cas, par exemple, avec des étudiants chinois qui se posent des questions qu'ils n'arriveraient pas forcément à débattre, justement, apparemment en Chine, de la même manière. Mais donc oui, quelque part, c'est des questions qu'ils se posent, oui. Mais pour je pense au même titre en fait que nous tous, je crois qu'en fait, sauf qu'ils sont plus jeunes, ils sont plus aptes à réagir plus rapidement à toutes les données en fait qui sont les leurs, quoi, informatives. Après, tout dépend comment ils se nourrissent, mais je crois que ils ont parfois une plus grande réactivité que nous aussi. On apprend beaucoup avec. Autrement, pour tout ce qui touche aux nouvelles technologies, en tout cas, ils ont grandi, ils ont plus d'aisance. Mais enfin, ça va, on s'en sort pas trop mal, je trouve quand même. On a quand même grandi avec un petit peu aussi, donc ça va. Vous vous apprêtiez à réagir? Non, ce que je voulais dire, c'est que les artistes aussi, ils circulent beaucoup maintenant, parce qu'il faut pas oublier ça. Il y a maintenant des systèmes d'équivalence. En France, on était en retard par rapport à ça, et donc les artistes ne pouvaient pas circuler, avaient des difficultés parce que les diplômes n'étaient pas reconnus. Donc maintenant, il y a une uniformisation. Ça permet, d'une certaine manière, ça a créé quelques soucis pour les réformes des écoles, hein, mais ça a permis de circuler beaucoup en Europe. Du coup, on a des artistes qui peuvent passer du portugais. C'est pour ça que, par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure, comment identifier leur parcours. Et parfois, c'est compliqué, hein. C'est un peu comme les robes d'Ingrid Lusch, c'est-à-dire que c'est vraiment, ils sont passés du Portugal, et puis ils sont allés en Finlande, et puis ils sont partis avec une bourse 6 mois au Japon, et puis voilà, il y a une mobilité très importante. Donc même nous-mêmes, on a du mal à identifier, même si on cherche des éléments de contexte, ça devient parfois très difficile. Et en France, d'ailleurs, on voit beaucoup d'étudiants chinois, hein. Vous aviez l'air de dire tout à l'heure que la façon hors antenne, hein, que la façon de narrer le monde n'était pas forcément la même en Chine et en France, par exemple, puisque vous disiez qu'en France, on utilise peut-être beaucoup plus d'installations ou de performances, là où en Chine, ça va pas forcément se passer comme ça. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression que dans, en fait, beaucoup des grandes académies de beaux-arts en Chine, voilà, c'est vraiment encore la formation, en fait, très traditionnelle, basée sur la pratique. Et j'ai entendu parler que, en fait, pour des étudiants chinois, quand ils sont venus en France, parfois ils ont en fait un peu du mal, justement, en fait, de parler, d'écrire sur le concept, voilà, d'expliquer en fait des essais, voilà, pour parler, voilà, de sens un peu plus intellectuel, voilà, de quoi il s'agit et tout, parce que en Chine, finalement, en fait, l'ancien monde se passe plutôt au sens unique. Voilà, les professeurs sont vraiment comme des dieux, et donc il y a ce respect pour les professeurs, l'enseignement, les ancêtres, la tradition, oui, qui est très ancrée. Oui. Et les élèves, en fait, des étudiants, en fait, ils n'ont jamais eu justement, en fait, cette opportunité, en fait, de questionner, de contester, parce que voilà, c'est le prof qui ont toujours le dernier mot. Souvent, même pour le master et tout, c'est le prof qui décide, voilà, quel sujet il devrait aborder, comment il doit faire pour, voilà, donc finalement,
ils n'ont même pas en fait eu l'occasion en fait de réfléchir pour eux-mêmes. Voilà. Ouais. C'est peut-être cet espace-là de liberté et d'expression artistique que vous évoquiez tout à l'heure quand vous disiez que certains de vos étudiants, notamment étrangers ou chinois, tout d'un coup trouvaient là une fenêtre d'expression. Oui, je pense que ça a à voir aussi avec les espaces d'expression qui sont liés à chaque pays, mais effectivement aussi avec les apprentissages. C'est-à-dire que oui, je crois qu'en fait, il y a dans de nombreux pays, les apprentissages dans les écoles d'art sont encore extrêmement académiques et liés à des pratiques uniquement. Et ça, c'est sans doute effectivement quelque chose qu'on a beaucoup dépassé, aux États-Unis aussi, hein, mais je pense Chine, en Europe, pas tant que ça, manifestement, en Allemagne, puisque les métissages non, n'ont pas en encore... Asie, voilà. Non, je pense que c'est effectivement quelque chose qui n'est pas encore, qui n'a pas encore la même place, alors que chez nous, les lectures sont beaucoup plus transversales. Et les pratiques sont, je pense, viennent en correspondance plus à la notion de projet qu'à simplement le savoir-faire, tout simplement. Et d'où la différence d'académisme. Alors, je reviens à la notion de pédagogie auprès du grand public, parce qu'effectivement, vous parliez tout à l'heure de Van Gogh. Alors peut-être qu'effectivement, à son époque, il n'était pas bien compris, mais on a aujourd'hui ce recul-là pour comprendre l'histoire et comprendre que peut-être les gens n'avaient pas les clés, qu'il n'y avait pas eu ce travail de pédagogie. Et aujourd'hui, finalement, les gens qui pointent du doigt l'art contemporain en disant « je comprends rien », ils sont un peu pointés du doigt comme des réactionnaires atrabilaires, etc., assis sur des vieilles traditions. Et on n'a pas toujours le sentiment qu'il y a cette... ils sont tout de suite relégués comme des gens qui comprennent rien de toute façon. Il n'y a pas forcément toujours ce travail de pédagogie. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu, qu'il y a une place pour ce travail-là, pour rendre ces œuvres? Parce que c'est bien beau de raconter le monde à travers un art, si les gens ne comprennent pas bien cet art, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Je me fais l'avocat du diable, mais je vous pose la question. Vous avez raison, je pense que c'est des questions qu'on doit se poser. Là, pour cette exposition, par exemple, on a mis des cartels suffisamment importants pour que les gens saisissent ce que l'on voulait dire. Pendant longtemps, moi, je me suis opposé aux cartels parce que je pensais que c'était une forme d'autorité. C'est-à-dire que je donnais une ligne à la pensée du regardeur et ça m'embarrassait parce que je voulais justement laisser le regardeur avoir le plus de liberté possible quand il regardait l'œuvre, quitte à la détester. Donc, je m'imposais de ne pas mettre donc ces éléments de cartel, ces éléments de... Et puis, petit à petit, je me suis dit que non, on pouvait essayer de proposer des pistes, mais il faut que ces pistes ne soient pas autoritaires. Il faut laisser quand même aux spectateurs ou aux regardeurs, comme on veut, la liberté d'interpréter l'œuvre dans sa polysémie. Et ça, c'est très important. Je vous pose la question à vous aussi, parce que vous êtes aussi commissaire d'exposition, et je pense que c'est pas forcément évident en termes de positionnement, comme vous venez de le dire, en tant que commissaire d'exposition, de qu'est-ce que je donne comme information effectivement au public pour l'aider à comprendre cette œuvre racontée par un artiste, sans non plus avoir l'air d'être trop autoritaire. Est-ce que cette difficulté-là de positionnement en termes de pédagogie d'un côté, autorité de l'autre, c'est aussi quelque chose que vous ressentez? Oui, moi je pense que même dans les œuvres les plus avant-gardistes, il y a toujours en fait une sorte de manière d'expliquer où on peut voir l'inspiration derrière, où souvent des artistes, même plus conceptuels, en fait ils s'inspirent peut-être des œuvres anciennes, et donc c'est plutôt une manière justement de faire une sorte de passerelle où on peut justement voir le processus et des idées derrière, et comme ça permet ça permet aussi les gens de comprendre au sens global, même quand les œuvres pourraient être un peu difficiles un peu arides a priori. Moi je peux vous dire que même pendant un moment, pour éviter la notion de cartel, je préférais mettre des individus dans la salle, des médiateurs qui pouvaient discuter, parce que je me disais que l'oralité, c'est pour ça que je poussais un peu le processus loin, parce que je me disais qu'au moins en discutant avec les médiateurs, il y avait un véritable échange, pour éviter le sens univoque qui aurait été celui du cartel qui dirait tout et du regardeur qui aurait juste à absorber ce qu'on lui dit. Oui, puis il y a plus d'interactivité aussi avec un médiateur, sans doute, d'échange. Oui, voilà. Bon, parce que ça me paraissait politiquement beaucoup plus juste de faire accéder le regardeur à la parole en échangeant avec le médiateur. Et souvent, ça se passe bien. Et alors pourquoi finalement vous avez renoncé à ce système de médiateurs? C'est pour des raisons pratiques? Parce que j'avais l'impression que quand même beaucoup de gens n'osaient pas aller n'osaient pas rencontrer ces médiateurs. Pour certains, ça marchait bien, mais pour d'autres, donc là, du coup, on a un double système
ici, avec des médiateurs et des cartels. Et en plus, un site dont Jérôme Alexandre s'est largement occupé et qui permet d'avoir des entretiens entre des théologiens et des artistes, des gens du monde des affaires et des artistes, enfin toute une série de bandes vidéo qui vont être mises en ligne tout le long de l'exposition pour que les gens aient d'autres pistes de réflexion à partir des œuvres proposées. Ingrid, rapidement, parce qu'il nous reste à peine 2 minutes, est-ce que vous avez le sentiment que c'est important que les gens puissent décrypter vos œuvres, en l'occurrence, ou celles d'autres artistes, par le biais de ce type d'explication? Oui, à plusieurs niveaux. Moi, en vous écoutant là à l'instant, je me disais que, en même temps, depuis 10 ans, on n'a jamais vu autant d'efforts de médiation faits de toutes parts dans les musées, au risque que ça en devienne écœurant pour regarder les œuvres, si je peux me permettre. Parce que je crois qu'à un moment donné, c'est aussi se donner la liberté de se dégager d'un certain nombre d'a priori sur les choses, et que les éléments que les artistes mettent en jeu, c'est pas le cas pour tout le monde, certes, mais les éléments que les artistes mettent en jeu sont quand même... si on se dégage un peu d'une lecture trop rapide d'un certain nombre d'a priori, il suffit de les réorganiser pour les comprendre, simplement de se dire que les choses sont juxtaposées et s'autoriser simplement à les lire. Et que des fois, il y a aussi peut-être une certaine timidité de se dire, bon ben voilà, ça c'est réservé à un tel ou à un tel, mais on peut se poser exactement la même question avec d'autres univers qui seraient, je sais pas, les sciences par exemple, qui sont quand même pas accessibles à tout le monde. Donc sans entrer dans un mode de vulgarisation, je pense que c'est bien de pouvoir décrypter. C'est bien aussi de laisser les œuvres se lire à plusieurs niveaux. Et pour ce qui me concerne, je crois qu'en fait, j'ai un travail qui n'est pas forcément facile, mais pour autant qui est lisible à plusieurs endroits. C'est-à-dire que les histoires, je les raconte. Si on veut les écouter, je les raconte. Et on peut aller beaucoup plus loin, mais on peut aussi lire les choses au premier niveau, au deuxième, au troisième, avec le temps qu'il faut. Et je crois que c'est quand même valable chez beaucoup d'artistes. Il faut juste se l'autoriser et pas partir avec des a priori. Ouais. On laissera les spectateurs se faire leur propre opinion, puisque cette exposition est à l'affiche jusqu'au 15 juin prochain. Merci à tous d'être venus nous écouter ici au Collège des Bernardins, et merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée. Bonsoir.